Ce sont des processeurs virtuels. J'ai fait toutes les années 80 dans un studio. Aujourd'hui, c'est plus une question de qu'est-ce qui sonne mieux. De plus en plus, on est amené à ajouter de la distorsion. Dans nos métiers, lampes et transistors se croisent, se suivent. Marc Hallyday, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir dans notre studio pour la chaîne audio et radio à tube. Vous êtes un ingénieur du son franco-américain, vous exercez en région parisienne. Pourriez-vous vous présenter et nous exposer votre activité et votre parcours? J'ai un parcours assez long parce que en fait, j'ai commencé en 1980. J'ai eu les deux expériences, c'est-à-dire j'ai commencé dans un studio traditionnel, on va appeler ça comme ça. J'ai fait toutes les années 80 dans un studio qui enregistrait de la variété, du rock, enfin du jazz, du classique, toutes sortes de styles. Et ensuite, j'ai passé une période de ma vie où j'ai moi-même été réalisé de la musique, etc. Donc j'ai quitté en fait le strict enregistrement, bien que j'enregistrais mes propres choses. Parallèlement aussi fait de la presse dans les années 90, c'est-à-dire en fait des bandes d'essai. Je travaillais pour un magazine qui s'appelait Keyboard Home Studio. En fait, je faisais plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire de la production musicale, ingénieur du son, puis et journaliste en fait. Et à peu près en 2000, j'ai monté mon studio pour, je veux dire, c'est une sorte de retour aux sources en fait. Mon studio au départ était prévu pour faire un peu de la production, puis finalement je me suis reconcentré sur mon métier de base, qui est ingénieur du son, sauf que la seule différence, c'est que je suis parti, je dirais, j'ai été une formation classique, non, classique pas au sens musique classique, mais au sens manière traditionnelle, classique de travailler comme on travaillait dans les années 70-80. Et à partir de l'an 2000, très rapidement, je suis passé au tout virtuel. C'est un choix que j'ai fait à l'époque, qui m'a plutôt réussi dans le sens où tout le monde y est aujourd'hui. De plus en plus, on a un métier qui se numérise à fond, comme beaucoup d'activités. Il y a des gens qui ont choisi de résister à l'envahisseur, en quelque sorte, qui continuent à avoir des studios, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, mais à des studios avec des grosses consoles analogiques. Et finalement, il y en a qui vivent très bien de ça. Et à ceux qui avaient fait le taux virtuel, ça a permis de comparer en permanence et de voir là où le virtuel avait un petit peu du mal à égaler, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus une question de qu'est-ce qui sonne mieux. Enfin, ça c'est mon opinion, hein, mais je pense qu'il n'y a plus de problème de qu'est-ce qui sonne mieux que quoi, mais plutôt quel outil veut-on utiliser et pour quelle ergonomie et quel plaisir. Voilà. La musique est maintenant soit numérique, totalement numérique, soit dématérialisée. Et quelles conséquences cette évolution implique-t-elle dans votre travail en termes de... Vaste question. Parce que je vais faire très très vite, mais quand je suis arrivé dans ce métier au début des années 80, on va dire que les appareils à lampe avaient été depuis pas très longtemps, mais très majoritairement rangés sur une étagère, parce que très lourd. On était dans une phase où les studios s'équipaient de plus en plus avec des multipistes, avec beaucoup de pistes, avaient besoin de plus de périphériques, et que les périphériques à lampe, ça pesait lourd, et ça ne se fabriquait plus. Parce que, en fait, beaucoup de gens, les constructeurs eux-mêmes, passaient massivement, à l'époque, étaient passés massivement au transistor, voire au circuit intégré. Et ce qui est assez paradoxal, c'est, je dirais qu'au milieu des années 80, quand a commencé à arriver la technologie numérique, en fait, qui a commencé à l'envers, ça a commencé par le CD, puis par des machines de studio numériques, et en fonction de la qualité perçue à l'époque, pour des raisons techniques qui seraient un peu compliquées à expliquer, le son a été jugé au début un peu froid, etc. Tout à coup, certains studios ont commencé à ressortir de leur placard des vieilles machines à tubes et à lampe. Paradoxalement, le marché des appareils à lampe, aujourd'hui, se porte très bien dans ce qui concerne les studios d'enregistrement. Ce qui est le cas, typiquement... ce qui est, par exemple, le cas de l'Avalon, alors qui n'est pas du tout une machine qui date d'hier. Hein, c'est une machine qui a été développée, je pense, dans les années 90. Celui-ci, je l'ai acheté en 99, je pense.
c'est typique, une machine de cette époque. C'est un préampli. Mais je dirais que le gros problème que je connais dans mon métier depuis longtemps, c'est du fait que moi j'ai un peu connu toutes les périodes, je m'aperçois qu'il y a une connaissance faible des qualités comparées de ce qui est à lampe et de ce qui est à transistor, etc. Au point qu'après la grande mode des appareils à lampe, qui sont quand même, faut quand même le dire, encombrants. On a redécouvert les problèmes de fiabilité dans le temps, parce que les lampes, le vieillissement des lampes, etc. Et depuis quelque temps, on voit que le matériel à transistor des années 80, qui lui-même a été inventé pour remplacer le matériel à lampe, est aujourd'hui considéré comme vintage, et les gens achètent très cher certaines machines de cette époque. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans nos métiers, lampes et transistors se croisent, se suivent, tout le monde utilise. Moi, j'utilise très fréquemment ce préampli à lampe avec ce qui est probablement le plus grand compresseur à transistor, le plus connu qui ait jamais été fait, qui s'appelle le 1176. Tout le monde connaît ça sous le nom 1176. Ça s'est fait sous plusieurs marques, mais tout le monde sait ce que c'est. Et qui, lui, est à transistor à effet de champ, parce qu'effectivement, Bill Putnam, l'inventeur de cette machine, voulait, comme tous les concepteurs de l'époque, fuyaient les lampes, à cause des problèmes que ça posait. On oublie un peu. Mais aujourd'hui, l'utilisation qui est faite des lampes, c'est assez amusant, que trop souvent, on se base sur ce qu'on croit savoir avec les amplis de guitare, où les lampes sont utilisées pour amener de la distorsion. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les préamplis à lampe étaient souvent, c'est dur à dire, mais de meilleure qualité que ce qui a suivi à transistor parfois. Et qu'il a fallu attendre pas mal d'années avant de retrouver, alors certes dans des consoles de broadcast allemandes, par exemple, comme des marques ou suisses comme Studer, comme EMT, du matériel à transistor ou à circuit intégré, mais de très très haut niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, on a fait du matériel à transistor qui était surtout moins cher à fabriquer, à maintenir, etc. quoi. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation bizarre dans mon métier où les lampes servent à la fois pour colorer, apporter un peu de distorsion, ou carrément pour le côté très transparent. Donc on va reprendre une question que je vais vous poser en français cette fois, puisqu'on a pris la décision de tourner cette vidéo en français et en anglais. Le problème, c'est qu'on est en train de dire plus de choses en anglais qu'en français, donc finalement on est obligé de refaire une prise. C'est paradoxal, mais on était en train de discuter depuis une demi-heure en anglais, qui pour une chaîne francophone est quand même aberrant. Et surtout que j'ai pas envie de sous-titrer, pour tout dire. J'ai pas envie de sous-titrer Oui. dans la partie française 10 minutes de discours en anglais, ce qui serait une aberration. J'aimerais bien avoir votre sentiment aujourd'hui sur ce sujet du retour, on va dire, de ces produits à tubes dans finalement les studios d'enregistrement, où on peut voir le retour de produits à base de tubes. Alors, le retour, c'est un retour qui commence à durer, parce que en fait, ça correspond d'ailleurs à une période où j'ai pas mal écrit pour un magazine qui s'appelait Keyboards Home Studio, où je faisais des bancs d'essai notamment. Et à cette époque-là, il y a eu à débarquer de nouveaux designs à tubes, mais qui, pour certains, ont fait sérieusement long feu parce que c'était pas de la très bonne qualité. Mais en même temps, c'était une période où les studios ont commencé à racheter du matériel vintage. C'est-à-dire, en fait, par exemple, je prends un exemple précis. Il y a des égaliseurs de la marque Pultec, on dit Pultec, mais c'est Pultec,
Et Pultec, c'est vraiment un classique. C'est un design qui doit dater de la moitié des années 60, un truc comme ça, et qui a été utilisé pendant des années et des années dans les studios parce que tout le monde adorait le son, c'était hyper fiable, c'est très très bien conçu, solide comme un rock, ça tombe jamais en panne, et les Pultec ont été, dans les années, fin des années 80, début 90, les designs qui étaient dans le domaine public, en fait, ont été repris par notamment une société qui s'appelle TubeTech, qui s'était appelée Pultec, TubeTech, on comprend le jeu de mots. Ils ont commencé, TubeTech, qui est aujourd'hui un constructeur danois très réputé parce qu'il fait vraiment de la qualité, a commencé par copier, recréer des designs Pultec, en fait. Et parce qu'effectivement, tout le monde les avait jetés à la benne. Faut le dire. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fini à la benne. Et dans les années 70, il y en a marre. C'est des gros machins qui prennent beaucoup de place et tout. Et donc, il y a eu ce problème. Je précise d'ailleurs que je prends le cas du préampli, qui est vraiment le préampli à vallon. Dans l'audio professionnel, on n'a pas de problème de puissance. On ne cherche pas à faire de la puissance avec des lampes. On est dans un cadre, par exemple, un Avalon. C'est un préampli qui est entièrement à lampe, essentiellement à lampe, mais qui est capable d'amplifier des signaux très faibles pour les amener des micros de technologies différentes et les amener au niveau, ce qu'on appelle le niveau ligne, qui est utilisé professionnellement, qui est du plus 4 dBU. Mais ça s'arrête là. Question puissance, on n'a pas besoin de plus. La question des amplis guitare est une question intéressante parce que il se trouve que moi je connais un petit peu les questions de guitare. En fait, les guitaristes, ils cherchent plus que de la distorsion. Dans certains styles, ils cherchent aussi une forme de compression naturelle. Exact. Enfin, naturelle. Une compression... Naturelle, c'est vrai, dans la mesure où un phénomène physique lié à une technologie devient naturel. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les défauts des alimentations. Parce que un ampli de puissance pour guitare, un ampli de 100 watts, mine de rien, quand ça joue très fort, ça doit pouvoir cracher pomper un courant fou. Et la technologie de l'alimentation est devenue un sujet. C'est-à-dire que les guitaristes sont devenus des experts en lampes de rectification, parce que selon le type de rectification, ça n'a pas la même sensation. Parce que quand on joue de la guitare, c'est pas comme quand on écoute de la musique. Il y a une interaction entre le jeu et ce qui sort de l'ampli. L'ampli fait partie de l'instrument. Une guitare électrique, c'est guitare plus ampli. Et ce qui fait que cette espèce de sensation de compression, par exemple, on ne peut pas comprendre. Le rock metal utilise énormément ces effets-là. Contrairement à ce qu'on pense, le rock metal, c'est le rock le plus sophistiqué techniquement. Ils ont des amplis dernier cri, des instruments dernier cri, et ils travaillent énormément la question. Ils ont des amplis parfois où il y a un choix dans le type d'alimentation pour donner des effets différents à la sensation. Donc voilà, effectivement, on est dans des domaines différents. Mais pour revenir au son professionnel de studio, aujourd'hui, les lampes, on peut dire que ça s'est stabilisé. On les a utilisées pas très bien dans les années 90. C'est-à-dire qu'on s'en est servi. On prenait des préamplis qui étaient conçus au départ, comme celui-ci, comme des machines relativement transparentes, mais les gens pensaient que l'utilité d'un ampli à lampe, c'était surtout de le faire saturer. Le matériel professionnel de studio, au départ, n'était pas conçu pour saturer. Bien sûr que non. Et pour distordre. C'est-à-dire que, et je vais même plus loin, les préamplis à lampe des années 50, 60, dont le but était souvent d'amplifier des micros à ruban, ces micros à ruban sortaient des niveaux absolument catastrophiquement bas, voire même des micros au charbon. Ça existait encore dans les années 50, il y en avait encore. Et donc les niveaux étaient absolument ridicules. Et donc ces amplis à lampe étaient connus pour être des technologies très transparentes, capables de gains énormes. C'est-à-dire que nous, maintenant,
on rame dans les préamplis, on va dire un peu bas de gamme, à technologie transistor ou circuit intégré, souvent se mettent à souffler dès qu'on met plus de 30 ou 40 dB de gain. Ces anciens préamplis à lampe, ils ne bronchent pas. Alors, il existe des amplis à transistor qui sont capables de faire pareil. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on est revenu aux amplis à lampe pour à la fois des bonnes et des mauvaises raisons. Mais enfin, aujourd'hui, on peut dire que ça s'est stabilisé. On vous anticipait la question que j'avais posée, qui était concernant la coloration propre des amplis, et particulièrement des amplis à tube. Alors, il faut savoir qu'un ampli à tube, et le sujet des préamplis qui a été évoqué, par exemple, on est capable de réduire, il faut savoir que sur un ampli à tube, même avec un nombre assez faible de tubes, donc on a notamment des transfos et des choses de bonne qualité, puisque l'idée c'est quand même de finir sur des lignes de longue distance, ce qui a des conséquences. On peut fabriquer des choses extrêmement faibles en distorsion, y compris avec des tubes. Et il y a d'ailleurs des enregistrements sonores, on peut le voir au cinéma. Il faut imaginer que la plupart des grands films hollywoodiens, on peut voir qu'il y a eu de la musique classique, de la musique symphonique, ils n'ont pas été enregistrés avec des dispositifs à transistor. Tous les films des années, jusque dans les années 70, on va dire, l'intégralité de la prise de son et du mixage se fait à tube. Et, y compris d'ailleurs sur les premiers musiciens de rock bien connus, ils ont enregistré sur du tube. Ça, c'est clair et net. Le retour du tube, et ça a été une des raisons là, pour lesquelles j'avais créé cette chaîne. Pour moi qui exerce dans le numérique, c'est un paradoxe. Mon métier aujourd'hui, c'est de la radio 100% numérique. Je ne fais plus d'analogique dans mon travail depuis, plus de 15 ans quand même. Alors évidemment, on voit revenir une technologie dont certains brevets d'ailleurs, sont déposés, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo de 1915. On peut s'interroger sur ce genre de choses. Alors ce que je voudrais maintenant que l'on aborde, enfin si c'est possible, c'est dans cette notion de passage au numérique, c'est la notion de simulation ou éventuellement d'outils ajoutant de la distorsion visant à créer finalement ces effets qui sont des effets naturels, qui sont intrinsèques à la fabrication des équipements et à la technologie. Et comment est-ce qu'on pourra, est-ce que l'on pourrait, on va dire, simuler ça de manière numérique? Oui, alors aujourd'hui, la question de la simulation est devenue très importante parce que des personnes comme moi, par exemple, travaillent essentiellement en virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça en anglais « in the box », c'est-à-dire dans la boîte. C'est-à-dire aujourd'hui, un son rentre dans mon système Pro Tools et l'essentiel du traitement se fait là. Et de plus en plus, on est amené, à cause des styles de musique dans lesquels on est, à ajouter de la distorsion. Alors, ce serait long d'expliquer les raisons de pourquoi, mais nous ajoutons de la distorsion volontairement à beaucoup d'instruments pour obtenir un effet, on peut dire, d'ajout d'énergie. Ça peut s'expliquer psychoacoustiquement, on va dire, mais plus on distord un instrument, évidemment de la distorsion d'un certain type, plus on peut donner l'impression que cet instrument a de l'énergie. Et pour ça, c'est très clair que la distorsion des lampes a depuis longtemps été repérée, on va dire, comme un moyen de faire ça, avec du matériel. C'est donc assez logiquement que maintenant sortent tous les jours, sortent de nouveaux processeurs numériques qui imitent ces distorsions. Et là, je vais faire très très brièvement expliquer une chose, c'est qu'il y a deux sortes de distorsions qui sont recherchées. Il y a la distorsion qui est, on va dire, appeler ça de l'écrêtage intelligent, également appelé en anglais soft clipping. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu depuis pas mal d'années que les crêtes très très brèves, qui n'existaient plus en analogique du fait des magnétophones qui faisaient le ménage là-dedans tout seuls, en numérique, ces crêtes ne disparaissent pas, au contraire, et sont restituées fidèlement et nous posent des tas de problèmes. Et la saturation d'une lampe ou sa simulation
est un outil très fréquemment utilisé pour raboter, si je peux me permettre, les crêtes de manière artistiquement valable. Donc voilà, ça c'est une première utilisation. La deuxième utilisation, qui est assez différente, et ce sont souvent pas les mêmes processeurs qui le font, c'est d'utiliser certains défauts des lampes pour subtilement, parce que là il faut être beaucoup plus subtil, il ne s'agit pas d'écraser des crêtes, il s'agit de très légèrement modifier la couleur de quelque chose sans pour autant qu'on sente une distorsion désagréable. Et là, il s'agit en fait en quelque sorte d'appliquer une sorte de fonction de transfert pour ajouter des harmoniques subtilement. Et ça, ce qui est très étonnant, cette boîte anglaise qui s'appelle Thermionics, par exemple, fabrique des engins à lampe selon des designs, comme vous disiez très justement, qui utilisent forcément des typologies connues. Mais simplement, lui, il fait des appareils, le concepteur fait des appareils qui ne sont pas faits pour la transparence, on va dire. Ils sont, dès le départ, conçus pour apporter ces distorsions. Et ce qui est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent, c'est qu'un nouvel appareil sort, et quelques mois plus tard sort une copie numérique de cet appareil, avec l'assentiment du créateur. C'est-à-dire que souvent, et voire même, pour certaines marques, il y a des marques qui commercialisent elles-mêmes les versions numériques de leurs effets. Il y a une société très connue qui s'appelle Universal Audio, qui est UAD, aussi connue par les habitués comme UAD. Universal Audio a été créé par le fils du concepteur du 1176, qui est ce compresseur, à transistor effet de champ. Le fils a remonté la boîte, refabrique ses machines en hardware, mais a commencé par les commercialiser sous forme de plugins numériques. Donc voilà, on est à la croisée des chemins. Et la croisée des chemins, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est tout le monde en même temps, et chacun selon sa méthode, en fait. Absolument. Pour fabriquer ça, ce qui est quand même intéressant dans ce propos, c'est que finalement, il y a toujours un mythe, je parle dans la reproduction sonore, qui est la parfaite reproduction sonore, la fidélité absolue de ce qu'aurait été le musicien qui joue seul et ce qu'on entendrait quand on est en salle. Or, ce qu'on constate, c'est deux choses. C'est que d'abord, on va introduire à des moments de la distorsion dans la prise de son, donc on n'est déjà plus exactement en train de restituer fidèlement ce qu'est la musique capturée, on va dire. Et après, pour ce qui est de la reproduction sonore, il faut être clair, le mythe du système parfait qui va restituer ce qu'on entendrait dans un concert, même dans un café, si vous entendez quelqu'un jouer dans un café, soyons très clairs, il n'y a aucun moyen pratiquement pour restituer absolument fidèlement le son qui est entendu en live, d'une certaine manière. Ah ben, je suis assez bien placé pour savoir qu'en fait, le naturel n'existe pas, seule existe la sensation naturelle. Voilà. Et que je dirais que si j'ai un métier, parce que mon métier a toujours, et quand je pense à toutes les évolutions qu'il a connues, j'avoue par moments ne plus très bien savoir où sont les limites exactes de quel est mon travail, dans la mesure où j'ai commencé comme quelque chose d'assez technique, et de plus en plus, l'ingénieur du son est happé vers l'artistique. Parce que tout simplement, les outils qu'il utilise ont un impact artistique dont l'artiste ne peut plus ignorer. Je dirais que... Et même, c'est parfois à la demande de l'artiste, il y a une demande de modification du son. C'est une vraie question, mais je me souviens que bon, il se trouve que le studio dans lequel j'ai travaillé dans les années 80, qui n'existe plus, qui s'appelait Family Sound, avait une sorte, on pourrait appeler une sorte d'éthique, une sorte de... les créateurs du studio voulaient recréer quelque chose qu'ils avaient entendu sortant des studios californiens, c'est-à-dire quelque chose qui paraisse naturel. Voilà, donc moi j'ai été formé dans, et je dois dire, ça m'a marqué,
formé dans cette idée qu'au final, il doit y avoir une sensation de naturel. Mais ça n'est qu'une sensation. Voilà. De nos jours, les correcteurs de tonalité disparaissent des amplis. Les correcteurs de tonalité grave aigu, les correcteurs physiologiques, etc. Alors on peut imaginer que ça, c'est porté sur des préamplis qui possèdent les réglages de niveau et la correction, etc. Mais il y a on va dire maintenant une tradition, ou une tendance, ou une mode, je sais pas qu'on peut dire, qui consiste à dire on doit restituer parfaitement, de manière droite, flat, pour prendre un terme en anglais, le travail de l'ingénieur du son. Donc, quel est votre point de vue d'ailleurs sur la disparition de ces correcteurs de tonalité en reproduction sonore, même si on sort du strict domaine de la prise de son? Je pense que c'est une ânerie, parce que ça ne pourrait se justifier que éventuellement, si quelqu'un avait monté un auditorium avec des caractéristiques extrêmement précises je dirais, qui aurait fait travailler un auditorium par un acousticien, et éventuellement, lequel acousticien, s'il travaille avec les méthodes d'aujourd'hui, aurait même éventuellement inséré un processeur qui corrige les problèmes de la pièce. Mais ça, là, on parle d'une sorte de délire dans lequel, bon, un certain nombre de gens sont, enfin, de délire, je dis ça en rigolant, mais le problème, pour beaucoup de gens, les correcteurs de tonalité sont là essentiellement pour corriger les problèmes générés par l'interaction entre les enceintes et la pièce. Je cite toujours une petite anecdote marrante, quand dans les années 80, on a utilisé beaucoup des petites enceintes Yamaha qui s'appelaient des Yamaha NS10 et qui sont devenues, je dirais, emblématiques, vraiment des enceintes emblématiques. Tous les rappeurs continuent à utiliser ça. Enfin bon. Moi, au bout d'un moment, j'ai beaucoup travaillé avec ces enceintes. Et un jour, il y avait une paire qui traînait au studio. Je suis rentré à la maison en me disant, chouette, je vais beaucoup m'éclater. Horreur, malheur, quand j'ai écouté ça à la maison, c'était une catastrophe. Parce que ce genre d'enceinte, qui était assez médium, dans un contexte acoustiquement traité, ça allait, mais dans un salon, c'était une catastrophe. Donc ça montrait bien déjà qu'il y a déjà un problème d'adaptation. Déjà, quand on sait qu'une enceinte soit posée à 20 cm du sol, sur le sol à 20 cm ou à 1,50 m, ça change complètement le son. Ça, c'est un problème insoluble, moi, je pense. Alors, on arrive aujourd'hui, le fin du fin, c'est des sociétés comme Genelec, je crois que c'est des Danois aussi, ou Suédois, je ne me souviens plus, qui, ils ne sont pas les seuls, de plus en plus, des fabricants d'enceintes proposent des systèmes, en fait, où on commence l'installation pour une espèce de calibration. Donc, et avec ensuite un processeur numérique censé, je dis bien censé, compenser les fautes de la pièce. Oui, bien sûr. Je suis personnellement un petit peu circonspect sur le côté résolution de tous les problèmes, mais en attendant, effectivement, dans ce genre de contexte, on peut comprendre que grave aigu, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais pour beaucoup de gens, je pense que je crois au confort de l'expérience utilisateur. Et que si l'utilisateur trouve qu'il y a trop de graves, le plus important, c'est qu'il puisse en enlever. Ouais. Ou inversement, remonter les aigus. Ou remonter des aigus, parce qu'il a comme beaucoup de gens, aujourd'hui, on oublie aussi que nous vivons de plus en plus vieux, mais nos oreilles ne suivent pas toujours. Ah mais ça c'est clair et net. Si vous faites un audiogramme passé 50 ans, ou 55 ans, vous allez voir la courbe dans les aigus. Et d'ailleurs on le voyait très bien, puisque les gens ou les personnes âgées avaient tendance à augmenter les aigus. Et je parle pas, enfin on pourrait, sinon on va faire une vidéo qui va durer des heures, on pourrait parler aussi des correcteurs évidemment physiologiques qui disparaissent des amplis, puisque finalement on est obligé, à bas niveau, on serait obligé de monter les graves. Mais je peux juste insister sur le fait que, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation de la distorsion aujourd'hui, et je parle d'une utilisation massive de la distorsion,
dans la musique joue un rôle sur ce plan. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est que la musique est écoutée de plus en plus par des gens dont l'oreille faiblit un peu, mais à des volumes sonores finalement pas très forts. Et le correcteur physiologique ne suffit plus pour avoir une sensation de présence. Je dis bien, j'utilise exprès le terme présence, c'est-à-dire la sensation. Et du coup, tout le monde, et parmi les premiers à avoir abusé de ça, ce sont les radios FM. On utilise de plus en plus des processeurs qui, en ajoutant des harmoniques, donc par distorsion, hein, et en ajoutant des harmoniques, permettent à un niveau électrique à peu près constant de donner un plus grand impact et une plus grande présence à la musique. Donc finalement, la boucle est bouclée, parce qu'on parlait des correcteurs physiologiques comme si ça n'avait rien à voir, mais en fait, on parle de la même chose. Au final, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est absolument essentiel, ce problème. Alors là, il s'agit j'affiche à l'écran 3 plugins, c'est-à-dire en fait ce sont des processeurs virtuels que j'insère sur des pistes virtuelles, elles aussi, de Pro Tools, qui est un logiciel professionnel d'enregistrement multipiste. Et j'ai choisi ces 3-là parce que c'est un peu typique de ce qui existe à la fois sous forme de matériel ou alors sous forme de virtualisation, comme c'est le cas ici. Le premier en haut, qui est ici, ils appellent Pultec, mais en fait, c'est une imitation du fameux Pultec, qui est un égaliseur qui a eu énormément de succès à la charnière des années 50, 60 et 70, à lampe, qui était connu pour une assez grande transparence. Aujourd'hui, les gens l'utilisent parce qu'ils trouvent que ça met de la couleur, mais par rapport aux électroniques de l'époque, c'était très pointu. Plus bas, ici, j'ai la Black Box. La Black Box ayant été donc vendue sous forme matérielle au studio de mastering, elle compte une pentode et une triode configurées de manière à leur faire plus ou moins de distorsion. C'est-à-dire si je monte ou je descends le volume, ça va tordre plus ou moins. Et ensuite, je peux baisser l'output pour compenser, parce que évidemment, ça fait monter le volume. Donc ça, c'est typiquement un processeur qui a été conçu pour la distorsion que ça apporte. Il ne sert à rien d'autre. Et là, c'est donc la version virtuelle. Et le troisième, vous remarquerez la jolie animation, n'est-ce pas ? C'est le J37. En fait, il y a une société qui est très très connue, qui a été surtout très connue, qui s'appelle Studer, qui est une société suisse que plein de gens connaissent sous la marque Revox, parce que c'est eux qui fabriquaient aussi Revox, Studer Revox. Ça, c'était le Studer multipiste, celui-ci, je ne sais pas si c'était un 3 ou 4 pistes. Il y en avait plein à Bayreuth. Et donc, on a fait une recréation de ce magnétophone. Alors, à la fois pour bénéficier de l'écrêtage soft que provoque la bande magnétique, mais c'était un magnétophone dont toute l'électronique était à lampe aussi. Donc voilà, ça c'est un peu 3 exemples. Je dirais que le J37, en réalité, comme le Black Box, est utilisé pour la distorsion qu'il amène et l'effet dynamique d'écrêtage en douceur des crêtes numériques. Ouais, c'est quand même... Ici, c'est quand même pousser la simulation jusqu'à son paroxysme quand on voit la qualité de la reproduction, on va dire... ah oui, mais... de la reproduction de la bande, on croirait vraiment non seulement avoir imité à la fois, on va dire, la distorsion propre à l'équipement, mais alors en plus avoir une animation digne d'avoir un vrai magnétophone. Tout à fait, mais ça va très très loin dans la simulation parce qu'on peut choisir les formules de bande. C'est-à-dire que ça, c'est des marques, c'était des formulations. Il faut savoir qu'à la grande époque de la bande magnétique, on pouvait acheter différents types de bandes, plus ou moins épaisses et plus ou moins longues. Et ici, vous avez les 2 vitesses, le bias, ça pour les amateurs de magnétophone, c'est des réglages, etc. Et
histoire d'un petit, comment pourrait-on dire, petit cadeau, il y a la possibilité de l'utiliser comme une chambre à retard, une chambre d'écho. Oui, Voilà. ce qui était un grand classique de l'utilisation du Revox pour... Voilà. Mais le Black Box, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette machine coûtait en hardware, coûte toujours, parce qu'elle est toujours vendue, en hardware, quelque chose aux alentours de 3 000 ou 3 500 $. Le Hein. plugin coûte aussi cher que... Ah non, non, pas du tout. Alors, là-dedans, dans les plugins, il ne faut pas se fier justement aux interfaces graphiques, parce que certains ont plus de talent pour les interfaces que pour la cosmétique. oui, voilà, c'est ça. Il y a, et... c'est le... En fait, au sens large, c'est le drame de l'audio, on va dire. Souvent, c'est que la cosmétique, les meilleurs en cosmétique, ne sont pas forcément les meilleurs en audio. Je peux évoquer aussi une marque anglaise qui justement dont j'ai oublié le nom, DMG Audio, il s'appelle. Eux, ils font la publicité. Leur publicité, ils expliquent que eux ne font pas d'interface graphique imitant des anciens appareils, etc. Eux, c'est entièrement moderne. Et ils s'en vantent. Donc Marc Hallyday, merci pour cette entrevue qui, à n'en pas douter, enrichira nos abonnés, je l'espère, sur cette adjonction de distorsion à la prise de son. J'espère. Qui est finalement parfaitement contre-intuitive quand on conçoit des amplis où on cherche justement à réduire au maximum la distorsion. Et merci encore pour cet entretien. Merci et à bientôt en tout cas sur la chaîne. Avec plaisir.